Une boucherie anonyme au cœur de Lyon, en cette nuit étouffante de l'été 1998. Les néons clignotants projettent des ombres dansantes sur les vitrines réfrigérées, ou des paquets de viande hachée s'empilent, innocents en apparence. Mais derrière l'une de ces vitrines, un secret monstrueux sommeille. Un colis marqué spécial maison, dont le contenu n'est pas du bœuf ordinaire, mais les restes méticuleusement broyés d'un homme, un mari, un père, un être humain réduit à une marchandise sordide. Soudain, un client régulier, un retraité du quartier, ouvre le paquet chez lui et sent une odeur âcre, inhabituelle, qui lui retourne l'estomac. Il appelle la police et c'est là que l'horreur éclate. Des analyses révèlent l'impossible. Cette viande hachée vendue à bas prix dans cette échoppe de la Guillotière n'était pas issue d'un abattoir, mais d'un crime domestique d'une rare perversité. Une femme, la bouchère elle-même, a transformé son époux en cette abomination pour en tirer profit, semant la terreur dans les assiettes des Lyonnais. Dès cette seconde, une vague de frissons vous envahit. Peur viscérale face à l'idée que le mal puisse se cacher dans le quotidien le plus banal, comme un sachet de viande au supermarché du coin. Intrigue lancinante. Comment une épouse aimante en apparence a-t-elle pu basculer dans une telle folie? Empathie pour les victimes anonymes. Ces familles qui ont consommé l'horreur sans le savoir. Et horreur pure devant la déshumanisation absolue. Vous entrez dans un tunnel sombre, où chaque pas révèle un abîme plus profond. Un secret enfoui sous des années de mensonges conjugaux et de dettes étouffantes. Ce qui semble être un simple drame familial cache un rebondissement inattendu. Une vérité troublante sur l'esprit humain, capable de rationaliser l'irrationalisable, de transformer l'amour en calcul froid et de défier les fondements mêmes de la justice. Et si ce crime n'était pas seulement un acte isolé, mais le symptôme d'une faille plus grande dans notre société des années 90, où la précarité économique pousse aux extrêmes. Des questions vous assaillent, insistantes comme des ombres. Qu'est-ce qui a brisé cette femme au point de broyer son mari dans la machine à hacher viande de sa propre boutique? Était-ce la vengeance, la cupidité, ou un secret plus sombre, enfoui dans leur mariage tumultueux? Pourquoi les autorités ont-elles mis des mois à percer le voile, alors que des indices flottaient dans l'air vicié de Lyon? Ces interrogations ne trouveront réponse que si vous restez jusqu'au bout, car la révélation finale ébranlera votre foi en la morale humaine, en la vulnérabilité de quiconque face au mal tapi dans les plis de la routine. Ce crime révèle la fragilité de la morale. Comment l'esprit, sous la pression des dettes et des humiliations, peut-il justifier l'injustifiable, transformer un être cher en produit commercial? Il expose l'imprévisibilité de l'âme humaine, où l'amour se mue en haine calculée, et nous rappelle que personne n'est à l'abri. Pas vous, pas moi, dans nos propres foyers lyonnais ou ailleurs. Derrière cette boucherie ordinaire se cache une leçon sur la vulnérabilité universelle. Un mari battu, une femme au bord du gouffre, et une ville entière complice malgré elle. Pour plonger plus profond dans ce mystère, laissez un « j'aime » sous cette vidéo. Cela permettra à davantage de personnes de découvrir le sombre et l'inexpliqué derrière ces affaires qui hantent les nuits. Et commentez, je suis prêt à découvrir la vérité cachée. En faisant cela, vous vous connectez émotionnellement à cette histoire. Vous devenez membre d'une communauté cherchant à comprendre ce que personne n'ose raconter. Les abysses de l'esprit criminel. Félicitez-vous d'avoir choisi de faire partie de cette quête de vérité, car peu osent affronter l'ombre. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais ta vision de l'esprit humain. Dans les ruelles étroites de la Guillotière, ce quartier ouvrier de Lyon, où les immeubles haussmanniens côtoient les marchés animés, la boucherie chez Monique et René était un pilier de la communauté depuis les années 80. En 1998, Monique, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux châtains, tirée en chignon strict et au sourire commercial affable, tenait l'étal avec son mari René, un colosse bourru d'origine italienne qui maniait le hachoir comme personne. Les clients, des familles modestes venues chercher de la viande abordable pour leurs plats lyonnais traditionnels, saucisses aux herbes, hachis parmentier, ignoraient tout des tensions qui couvaient derrière les rideaux de la petite boutique. Monique, avec son tablier taché et ses mains calleuses, vantait les qualités de ses spécialités maison, tandis que René, souvent silencieux, rechargeait les frigos sans un mot. À leurs yeux, ils formaient le couple idéal. Travailleurs acharnés, parents de 2 enfants adolescents, impliqués dans les fêtes de quartier. Mais sous cette surface lisse, des fissures invisibles gangrenaient leur union,
Des fissures nées des aléas économiques des années 90 en France, où la crise touchait durement les petits commerçants. Tout avait commencé une décennie plus tôt, quand ils avaient repris la boucherie familiale de René. Lyon, ville industrielle en mutation, voyait ses bouchers traditionnels lutter contre les grandes surfaces. Les dettes s'accumulaient, loyers exorbitants, fournisseurs qui exigèrent des paiements immédiats, et les enfants à charge qui drimaient d'études supérieures inabordables. René, autrefois passionné par son métier, sombrait dans l'alcoolisme discret, passant ses soirées au bistrot du coin à noyer ses frustrations dans du Beaujolais bon marché. Monique, qui avait abandonné ses rêves de couturière pour soutenir le commerce, supportait en silence les humiliations. Les colères de René, ses absences et pire, ses infidélités flagrantes, avec des serveuses des brasseries voisines. Les voisins entendaient parfois des cris étouffés filtrer des murs minces, mais ils haussèrent les épaules. Les affaires du ménage, disait-il. Pourtant, ces disputes n'étaient que la partie émergée d'un océan de rancœur. Monique, femme pragmatique forgée par une enfance modeste dans les faubourgs lyonnais, commençait à ourdir des plans pour sauver la boutique, des plans qui déraperaient inexorablement vers l'impensable. Les enfants, Sophie et Lucas, adolescents rebelles dans l'effervescence des années 90, avec leur Walkman et leur poster de Nirvana, sentaient l'attention mais préféraient l'ignorer. Fuyant dans les salles de jeux vidéo du centre-ville, Sophie, l'aînée, travaillait parfois à la boucherie les week-ends, enveloppant les paquets de viande avec une efficacité mécanique, ignorant que sa mère, dans les moments de solitude, fixait le hachoir industriel au fond de l'atelier, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle, mélange de désespoir et de résolution froide. René, de son côté, dilapidait les maigres recettes au PMU, pariant sur des chevaux qui ne gagnaient jamais, creusant le trou financier. Monique payait les factures en retard, souriant aux créanciers tout en calculant mentalement les issues. Un soir d'hiver 1997, lors d'une énième dispute, René leva la main sur elle, pas pour la première fois, et quelque chose se brisa définitivement en Monique. Elle ne pleura pas cette nuit-là. Au contraire, elle s'assit à la table de la cuisine, sous la lumière jaunâtre d'une ampoule nue, et nota dans un carnet secret les dettes, les stocks et les prix du marché noir de la viande. Ce fut le début d'une descente inexorable, où l'amour conjugal déjà érodé se transforma en une équation morbide. Comment éliminer le poids mort sans alerter personne? La communauté, bercée par les apparences, continuait à affluer. Les anciens du quartier, comme Madame Berthier la retraitée qui achetait son hachis tous les vendredis pour sa terrine, complimentaient Monique sur sa viande si fraîche. Ironie du sort, René lui-même, dans ses moments de lucidité, aidait à moudre les coupes du jour, ignorant qu'il scellait son propre destin en actionnant la machine ronronnante. Monique, de plus en plus isolée, confiait ses tourments à une vieille amie, Claire, employée de banque, qui l'exhortait à divorcer. Mais le divorce signifiait la ruine. Partage des dettes, perte de la boutique. Non, Monique opta pour une solution plus radicale. Inspirée par des rumeurs entendues dans les marchés, des histoires de disparitions étranges dans d'autres villes industrielles, où la précarité poussait à des actes insensés, elle commença à expérimenter. Des coupes de viande mélangées subtilement, testant les réactions des clients. Personne ne se plaignait. Au contraire, le hachis spécial se vendait vite, à prix cassé, sauvant la caisse pour un temps. Au fil des mois, la façade se fissurait subtilement. René maigrissait, ses yeux injectés de sang trahissant ses excès, tandis que Monique, au contraire, irradiait une énergie nouvelle, presque surnaturelle. Les enfants remarquèrent les changements. Des outils disparus de l'atelier, des livraisons nocturnes inexpliquées, et cette odeur persistante de désinfectant qui masquait autre chose. Sophie, inquiète, fouilla un jour le bureau de sa mère et trouva le carnet. Des calculs froids, des projections de profit, si le problème René était résolu. Effrayée, elle n'osa rien dire, craignant d'exploser la bulle familiale. Lyon, avec ses traboules sombres et ses secrets enfouis dans la brume du Rhône, semblait conspirer au silence. C'est dans cette atmosphère oppressante que l'acte fatal se prépara, un soir d'août 1998, quand René, ivre, annonça son intention de vendre la boutique pour rembourser ses dettes de jeu. Monique, feignant l'accord, prépara un repas arrosé de vin coupé de somnifères volés à la pharmacie du coin. Tandis qu'il s'effondrait sur la table, elle murmura pour la première fois à voix haute « Tu vas enfin servir à quelque chose ». Le hachoir attendait dans l'ombre de l'atelier, ronronnant comme un fauve prêt à bondir. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Lyon,
La boucherie devint le théâtre d'une transformation irréversible. Monique, les mains tremblantes mais déterminées, agit avec une précision chirurgicale, rationalisant chaque geste comme une nécessité économique. Les premiers paquets, spécial maison, furent préparés à l'aube, étiquetés innocemment et mis en vitrine le lendemain. Les clients affluèrent, ignorant que leur déjeuner contenait l'essence d'un drame conjugal. Mais les graines du doute étaient semées. Un employé saisonnier, un jeune apprenti nommé Karim, remarqua des traces inhabituelles dans l'atelier, du sang dilué, vite nettoyé, et une absence prolongée de René, expliquée par un vague voyage en Italie. La police, alertée plus tard, plongerait dans ces détails, mais pour l'instant, Monique régnait en maître sur son empire de mensonges, son cœur durci par des années de sacrifices non reconnus. Le drame n'était que le prélude à une enquête qui révélerait les abysses de la cupidité humaine, où l'être aimé devient marchandise dans une ville qui tourne la tête. Tandis que René s'effondrait sur la table de la cuisine, son corps massif secoué par les effets des somnifères, Monique sentit un frisson glacé remonter le long de son échine. La petite horloge murale de la boucherie indiquait minuit passé, et le quartier de la Guillotière était plongé dans un silence ouaté par la brume humide du Rhône. Elle avait attendu ce moment pendant des semaines, répétant mentalement chaque étape comme un rituel profane, convaincue que c'était la seule issue pour sauver l'héritage familial et les rêves de ses enfants. René ronflait maintenant, inconscient, son visage rougi par l'alcool et la drogue se détendant dans une paix trompeuse. Monique, le cœur battant à tout rompre, se leva lentement, essuyant ses mains moites sur son tablier. Elle le traîna jusqu'à l'atelier adjacent, pièce exiguë aux murs carrelés de blanc, imprégnée d'odeurs de fer et de chair fraîche. La machine à hacher viande, ce monstre d'acier importé d'Italie dans les années 80, trônait au centre comme un autel païen, ses lames affûtées prêtes à dévorer. « C'est pour le bien de tous », se murmura-t-elle, rationalisant l'horreur en un calcul mercantile. Des kilos de viande vendue à bas prix effaceraient les dettes, relanceraient la boutique et effaceraient les traces de cet homme qui l'avait brisé. Les heures suivantes se déroulèrent dans une transe méthodique. Monique, fortifiée par l'adrénaline, activa la machine, son ronronnement sourd couvrant les bruits de la nuit. Elle travaillait avec l'efficacité d'une bouchère chevronnée, portionnant, broyant, mélangeant subtilement avec des coupes de bœuf ordinaires pour diluer toute anomalie. L'atelier, éclairé par une unique ampoule pendante, projetait des ombres elongated qui dansaient comme des spectres accusateurs. Des souvenirs affluaient malgré elle. Leur mariage en 1980, sous le soleil printanier de Lyon, où René l'avait porté en triomphe, les naissances de Sophie et Lucas, dans la maternité du quartier, les dîners familiaux où il riait encore de ses blagues. Mais ces images étaient balayées par la rancœur accumulée. Les gifles, les nuits solitaires, les factures impayées qui menaçaient de les jeter à la rue. « Tu m'as forcé à ça », chuchotait-elle à l'ombre de son mari absent, transformant sa culpabilité en justification. À l'aube, les premiers paquets étaient là en prêt, emballés dans du papier ciré, étiqueté hachis spécial promotion. Elle nettoya frénétiquement. Javel, eau bouillante, aspirateur industriel, effaçant toute trace visible. René avait disparu en voyage, dirait-elle. Un mensonge simple, crédible dans une époque où les mobiles et les emails étaient rares. Le lendemain matin, le 15 août 1998, jour de fête nationale, la boucherie ouvrit avec un air de normalité forcée. Monique, les yeux cernés, masqués par du maquillage discret, accueillit les clients avec son sourire habituel. « Spécial du jour, mesdames. Hachis Maison a prix imbattable », lançait-elle, le cœur serré. Les familles du quartier, revenues de la plage ou des feux d'artifice, se pressaient pour des grillades festives. Madame Berthier, fidèle cliente, emporta 2 kilos pour sa tablée dominicale, ignorant que ce repas scellerait un pacte macabre avec l'inconnu. Sophie, de retour de chez une amie, aida à la caisse, remarquant l'absence de son père expliquée par un « il est parti régler des affaires en Italie ». Lucas, plus jeune, jouait dehors avec ses copains, inconscient du drame. Les ventes explosèrent. Le hachis, tendre et abordable, devint la star du jour. Monique, observant les clients repartir satisfaits, sentit un mélange pervers de triomphe et de nausée. L'argent rentrait, les dettes reculaient. Pour la première fois depuis des mois, la caisse tintait joyeusement. Mais les fissures apparurent vite. Karim, l'apprenti maghrébin embauché pour l'été, un gamin de 17 ans aux yeux vifs, flaira quelque chose d'anormal. Tandis qu'il balayait l'atelier, il trouva une alliance de mariage coincée dans une rainure du sol, celle de René.
tombée lors de la nuit fatidique. « C'est à qui ça, patronne » demanda-t-il innocemment. Monique blêmit, improvisant. « À un client perdu hier. » Karim, poli mais suspicieux, habitué au ragot du quartier, rangea l'alliance dans sa poche, se promettant d'enquêter discrètement. Parallèlement, Claire, l'amie banquière, appela pour s'inquiéter. René n'avait pas touché son compte depuis des jours. Monique éluda, mais Claire, sentant le mensonge, nota mentalement de surveiller. À la banque, des retraits suspects apparurent. Monique vidait les comptes pour couvrir les frais. Les enfants, eux, ressentaient l'atmosphère changer. Des repas silencieux, des nuits où leur mère errait comme un fantôme, murmurant dans le vide. Les jours suivants, la routine s'installa dans une tension croissante. Monique augmenta la production, sourçant du bœuf bon marché pour masquer, vendant à des restaurateurs du vieux Lyon avides de deals. Lyon bruissait de rumeurs, disparitions étranges dans les boucheries locales, attribuées à la crise économique. Un inspecteur de la santé, routine de contrôle, visita la boutique le 20 août. Il examina les stocks, posa des questions sur les fournisseurs. Monique, sereine en surface, présenta des factures falsifiées. « Tout est en règle », assura-t-elle. Mais l'inspecteur nota une odeur résiduelle, un léger déséquilibre dans les textures. Rien de concluant, mais un rapport fut envoyé au service vétérinaire. Pendant ce temps, René revenait dans les conversations comme un fantôme. Il appelle de Rome, mentait Monique aux voisins curieux. Sophie, tourmentée, fouilla à nouveau et trouva des taches indélébiles sur le tablier de sa mère, qu'aucun lavage n'effaçait. Effrayée, elle confia ses doutes à une professeure au lycée, qui alerta discrètement les services sociaux. La police locale, débordée par les affaires de drogue dans les cités, ignora d'abord les signalements isolés, mais le 25 août, un tournant. Un client, M. Duval, ouvrier à Peugeot, tomba malade après un repas à base de hachis. Nausées, fièvre, hospitalisation. Les analyses hospitalières révélèrent des traces d'anomalies. Pas bactériennes, mais organiques étranges. Duval, furieux, porta plainte. La police, intriguée, perquisitionna la boucherie le 28. Monique, arrêtée pour suspicion d'empoisonnement, nia tout. Mais Karim, interrogé, montra l'alliance. Les enquêteurs, flairant plus gros, exigèrent des tests sur les stocks restants. C'est là que l'horreur technique éclata. ADN humain détecté dans le hachis invendu. Le labo de Lyon confirma l'impensable le 5 septembre. Correspondance avec René portée disparue. Monique s'effondra en garde à vue, avouant partiellement sous la pression. C'était un accident. Les dettes. Il me battait. Mais les détails émergèrent. Pas d'accident, une exécution froide. L'enquête révéla les somnifères, les calculs dans le carnet, les ventes lucratives. Sophie et Lucas, placés en foyer, apprirent la vérité dans un cauchemar. Claire, témoin clé, témoigna des confidences passées. Lyon s'enflamma de rumeurs. Journaux locaux titraient « Le hachis maudit de la guillotière ». La communauté, trahie, oscillait entre dégoût et pitié pour cette femme brisée par la vie. Monique, en cellule, revivait la nuit fatale hantée par le ronron du hachoir. L'acte, pensé comme salvation, devint son tombeau, révélant comment la précarité des années 90 forgeait des monstres domestiques. L'enquête se poursuivait, creusant les complicités potentielles, les clients innocents traumatisés et les abysses d'une âme où l'amour s'était mué en commerce, macabre. L'arrestation de Monique le 28 août, puis la 28 marqua le début d'un tourbillon médiatique qui enveloppa Lyon comme une brume tenace descendue des collines de Fourvière. La nouvelle se propagea d'abord par les ondes locales. Radio Scoop, la station préférée des Lyonnais, interrompit ses programmes pour un flash spécial, décrivant une affaire sordide dans une boucherie de la Guillotière. Les journaux du lendemain, Le Progrès en tête, titraient en gros caractères « Horreur à Lyon, une bouchère transforme son mari en hachis ». Les détails filtrèrent au compte-gouttes, alimentés par des fuites policières et des témoignages anonymes, transformant le quartier en un cirque de curieux et de journalistes armés de micros. La boucherie, scellée par des rubans jaunes, devint un point de pèlerinage morbide. Des passants s'arrêtaient, murmurant des prières ou des imprécations, tandis que des photographes immortalisaient la vitrine vide, où des mouches bourdonnaient encore autour des restes saisis. Monique, incarcérée à la prison de Montluc, un bâtiment austère datant du XIXe siècle reconverti en centre de détention, affrontait ses premiers interrogatoires. Menottée à une table métallique, sous les néons crus d'une salle d'audition, elle alternait entre silence buté et aveux fragmentés, son visage pâle trahissant les nuits blanches hantées par le fantôme de René. Les enquêteurs,
dirigée par l'inspecteur principal Laurent Moreau, un vétéran buriné par 20 ans de service dans les rues lyonnaises, creusait méthodiquement. Moreau, originaire des pentes de la Croix-Rousse, connaissait bien les dynamiques des quartiers populaires. La précarité qui ronge, les secrets de famille qui pourrissent en silence. Il commença par les enfants. Sophie, 16 ans, placée chez une tante à Villeurbanne, éclata en sanglots lors de son audition. Maman disait toujours que papa nous ruinait, confia-t-elle, révélant des disputes nocturnes où René, ivre, brisait la vaisselle et menaçait de tout vendre. Lucas, 14 ans, plus renfermé, dessina compulsivement des machines industrielles dans son cahier, symbole muet de son trauma. Les services sociaux, alertés, diagnostiquèrent un stress post-traumatique chez les deux adolescents, qui durent suivre des thérapies de groupe dans un centre lyonnais spécialisé dans les drames familiaux. Claire, l'amie intime, témoigna sous serment, des confidences chuchotées lors de pauses café, où Monique évoquait les violences conjugales, les bleus cachés sous des manches longues, et son désespoir grandissant. Elle voulait juste survivre, plaida Claire. Mais les preuves contredisaient. Le carnet de calcul, saisi dans le bureau, montrait des projections froides, comme si René n'était qu'un actif à liquider. Karim, l'apprenti, devint un témoin star. Interrogé au commissariat central de Lyon, place des terreaux, il raconta ses doutes accumulés. L'alliance retrouvée, les nettoyages obsessifs de Monique, et cette absence de René, coïncidant avec une augmentation soudaine des stocks de hachis. Ça sentait bizarre, pas comme d'habitude, avoua-t-il, ses mains tremblantes trahissant sa jeunesse confrontée à l'horreur. Les analyses médico-légales, menées par le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Rosny-sous-Bois, confirmèrent l'ADN de René dans plusieurs échantillons prélevés chez des clients. Une douzaine de familles furent contactées. Monsieur Duval, l'ouvrier hospitalisé, apprit avec stupeur qu'il avait ingéré des traces humaines, déclenchant une vague de nausées psychosomatiques et de poursuites civiles. Madame Berthier, la retraitée, s'effondra chez elle, hantée par l'idée que son terrine dominicale contenait l'essence d'un voisin. Le quartier entier bruissait de paranoïa. Des habitants jetèrent leurs congélateurs, jurant de devenir végétariens, tandis que les restaurateurs du Vieux-Lyon, ayant acheté les spéciaux, virent leurs affaires péricliter sous les boycotts. Moreau élargit l'enquête aux finances. Les relevés bancaires obtenus via mandat révélèrent un gouffre. Dette de 200 000 francs auprès de fournisseurs, prêt usuraire contracté par René auprès de bookmakers douteux. Monique avait vendu pour 15 000 francs de hachis en une semaine, couvrant à peine un mois de loyer. Des perquisitions chez des amis de René mirent au jour des lettres, des menaces de créanciers, des aveux d'infidélité. Une ancienne maîtresse, serveuse au café de la Part-Dieu, témoigna. René parlait de divorcer, mais Monique le tenait par l'argent. Cela peignit Monique non comme une victime passive, mais comme une femme possessive, piégée dans un mariage toxique. Les années 90, avec leur libéralisation économique et la montée du chômage à Lyon, fournissirent le contexte. Des petits commerces se fermaient par dizaines, poussant à des extrêmes. Moreau interrogea des psychologues. Un profil de syndrome de la femme battue, muté en vengeance calculée, où la survie primait sur la morale. Le scandale atteignit les sphères nationales. France 3 Rhône-Alpes diffusa un reportage spécial, interviewant des experts en criminologie qui comparèrent l'affaire à des cas américains des années 80, où la pauvreté engendrait des actes désespérés. Les Lyonnais, fiers de leur gastronomie, quenelles, andouillettes, se sentaient souillés. Des pétitions circulèrent pour renforcer les contrôles sanitaires. Monique, en préventive, reçut des lettres anonymes, des insultes, mais aussi des soutiens de femmes victimes de violences, voyant en elle une justicière tragique. Son avocat, M. Dubois, un pénaliste chevronné, plaida la légitime défense émotionnelle arguant des années d'abus. Mais les preuves s'accumulaient. Traces de somnifères dans le sang de René, via autopsie partielle des restes, et des recherches dans l'historique de la bibliothèque municipale sur méthodes de conservation alimentaire. Sophie visita sa mère en prison. Une rencontre déchirante sous surveillance. « Pourquoi, maman ?» murmura-t-elle. Monique, les yeux humides, répondit « Pour vous, pour qu'on ne perde pas tout. » Au fil des semaines, l'enquête révéla des complicités mineures. Un fournisseur qui avait fourni des emballages sans poser de questions, un voisin qui avait vu des allées et venues nocturnes sans alerter. Karim, récompensé pour son courage, quitta Lyon pour un apprentissage ailleurs, marqué à vie. Les enfants en thérapie commencèrent à reconstruire. Sophie excellait en dessin,
Canalisant son trauma en art abstrait inspiré des machines, Lucas, passionné de mécanique, rêvait de réparer plutôt que détruire. Lyon, ville des Lumières, affrontait son ombre. Des conférences sur la violence domestique fleurirent dans les mairies d'arrondissement. Moreau, proche de la retraite, méditait sur l'affaire. C'est l'histoire d'une ville qui dévore ses propres enfants. Le procès s'annonçait pour 1999, promettant des révélations sur les abysses conjugaux. Mais déjà des rumeurs persistaient, d'autres disparitions inexpliquées dans des boucheries voisines. L'enquête, loin d'être close, s'étendait comme une toile d'araignée, capturant les secrets enfouis dans les traboules sombres. À la prison de Montluc, perchée sur les hauteurs de Lyon sous un ciel perpétuellement gris en automne 1998, Monique fut assignée à une cellule exiguë du quartier des femmes, un espace confiné où les murs suintants portaient les échos de drames passés. Les barreaux rouillés filtraient une lumière blafarde, et le cliquetis des clés des matons rythmait ses journées comme un métronome infernal. Isolée pour sa notoriété explosive, elle partageait peu ses repas avec les autres détenus, des voleuses à l'étalage, des toxicos en sevrage, qui la toisaient avec un mélange de fascination et de répulsion, chuchotant la bouchère cannibale dans les couloirs humides. Les nuits étaient les pires. Allongée sur sa couchette dure, Monique revivait la nuit fatale en boucle, le ronron du hachoir se mêlant au ronflement de ses codétenus, hantée par des visions de René non pas en chair et os, mais en paquets anonymes distribués aux familles du quartier. La culpabilité, cette ombre rampante, s'infiltrait comme la moisissure des murs. Était-ce vraiment pour les enfants? Ou pour venger des années d'humiliation accumulées dans leur mariage usé, par la routine des années 90? Ces visites étaient rares mais poignantes. Sophie arriva la première, escortée par une assistante sociale, les yeux rougis par des larmes contenues. Dans la salle des parloirs, séparée par une vitre épaisse, elles se parlèrent à travers un interphone grésillant. « Maman, comment as-tu pu ?» balbutia Sophie, serrant le combiné comme une bouée. Monique, le visage marqué par le manque de sommeil, murmura « Ton père, il nous détruisait. Les dettes, ses colères. J'ai cru que c'était la seule façon de nous sauver. » Mais les mots sonnaient faux même à ses oreilles. Sophie, marquée par les thérapies imposées, voyait maintenant les failles, les non-dits familiaux, les bleus cachés, la mère qui avait sacrifié son propre rôle de protectrice pour un calcul mercantile. Lucas, plus distant, refusa d'abord de venir puis céda lors d'une visite supervisée. « T'es une menteuse », lâcha-t-il, avant de fondre en larmes. Ces échanges, enregistrés par les autorités, alimentèrent le dossier de l'accusation, peignant Monique non comme une martyre, mais comme une manipulatrice froide, forgée par la précarité économique de Lyon post-industriel. M. Dubois, son avocat, multipliait les rendez-vous dans une salle exiguë de la prison, étalant des piles de documents jaunis, rapports psychiatriques, témoignages de voisins, extraits de comptes bancaires. Il plaidait pour une expertise psychologique approfondie, arguant d'un syndrome de Stockholm inversé, où la victime de violences conjugales internalise la haine jusqu'à l'explosion fatale. Une psychiatre, Dr Elisabeth Roux, experte en traumas familiaux, fut mandatée. Lors de sessions tendues, Monique déballa son passé. Enfance dans les HLM de Volx-en-Velin, père ouvrier alcoolique, mère résignée. Mariage avec René en 1980. Euphorie initiale vite rongée par les factures et les infidélités. Les années 90 nous ont broyés, confia-t-elle, évoquant la fermeture d'usines Renault, le chômage rampant, les supermarchés qui tuaient les petits métiers. La docteur Roux nota des signes de dépression chronique, mais aussi une rationalité glaçante. Monique avait planifié, pas agi dans l'aveuglement. C'était économique, pas émotionnel, admit-elle, révélant comment elle avait étudié des manuels de boucherie pour optimiser le processus, masquant ses restes avec des épices et des additifs bon marché. Dehors, Lyon bouillonnait toujours. L'inspecteur Moreau, obsédé par l'affaire, fouillait les archives des disparitions. 2 cas similaires en 1996 dans des quartiers ouvriers, jamais élucidés. Coïncidence ou réseau? Il interrogea des fournisseurs de viande, découvrant que Monique avait réduit ses commandes officielles pile au moment du crime, suggérant une production maison prolongée. Les clients affectés formaient un groupe de soutien informel, réunis dans une salle paroissiale de la Guillotière. Monsieur Duval, encore pâle, racontait ses cauchemars. Madame Berthier priait pour l'âme de René, hantée par le sacrilège gastronomique. Les médias nationaux s'emparèrent du dossier. Un numéro spécial de Faites entrer l'accusé sur France 2
prépara le terrain pour le procès, avec reconstitution pudique et interview d'experts. La communauté italienne de Lyon, dont René était issu, organisa une messe commémorative à la basilique de Fourvière, où des centaines pleurèrent un homme réduit à l'anonymat mercantile. Karim, l'apprenti, fut placé sous protection après des menaces anonymes. Des créanciers de René soupçonnant un héritage caché. Relogé à Saint-Étienne, il suivait l'affaire via les journaux, rongé par la culpabilité d'avoir tardé à alerter. Claire, l'amie banquière, devint une figure clé. Ses relevés montrèrent des transferts suspects vers des comptes offshore, vestiges d'un plan plus vaste. Moreau la pressa. « Avez-vous su pour les violences ?» Claire hésita, avouant avoir conseillé le divorce. Mais Monique avait ri. « Trop tard. Il me doit tout. » Les enfants, en foyer d'accueil, naviguaient entre colère et deuil. Sophie entama un journal intime, décrivant des rêves où le hachoir avale la famille entière. Lucas démontait des moteurs pour exorciser le chaos. La ville, traumatisée, vit naître des initiatives. Ateliers sur la violence domestique dans les mairies. Campagne pour les contrôles sanitaires renforcés. Monique, en cellule, sombra dans une routine monastique. Lecture de la Bible prêtée par une aumônière. Lettres à ses enfants qu'elle déchirait souvent. Une co-détenue, ancienne prostituée repentie, l'écouta des nuits entières. Le mal, c'est quand l'argent dévore l'âme. Ses confidences filtrèrent, renforçant l'image d'une femme brisée mais lucide. Le juge d'instruction, Madame Leclerc, une magistrate stricte, ordonna une confrontation. Monique face aux preuves matérielles. Fragments d'ADN, le carnet saisi. « Pourquoi ne pas avoir fui ?» demanda-t-elle. Monique baissa les yeux. La peur de la rue, des huissiers. À Lyon, on s'accroche à son commerce comme à la vie. Le procès, fixé à mars 1999 au palais de justice de Lyon, s'annonçait comme un catharsis collectif. Mais des rumeurs persistaient, des traces d'ADN non identifiées dans les stocks, suggérant que René n'était pas la seule victime. Moreau, flairant une toile plus large, étendit les recherches aux boucheries rivales, où la concurrence féroce des années 90 cachait peut-être d'autres abysses. La culpabilité de Monique, miroir déformant de la société, interrogeait « Jusqu'où la survie justifie-t-elle l'horreur ?» Le palais de justice de Lyon, imposant édifice néoclassique surplombant la Saône, s'érigea en mars 1999 comme l'arène d'un drame collectif, où les secrets enfouis de la guillotière venaient enfin à la lumière crue des projecteurs judiciaires. La salle d'audience, aux boiseries sombres et aux bancs usés par des décennies de verdicts, bruissait d'une foule hétéroclite. Journalistes scribouillards, curieux du quartier, famille des clients affectés, et au premier rang, Sophie et Lucas, les yeux hagards, escortés par leur tante qui serrait leurs mains comme pour ancrer leur réalité chancelante. Monique, menottée et vêtue d'un tailleur gris austère fourni par l'administration pénitentiaire, fut introduite sous les murmures. Amaigrie par les mois de détention, son regard fuyant trahissait les nuits tourmentées, où la culpabilité se muait en une armure fragile. Le président du tribunal, un magistrat chevronné nommé M. Girard, frappa son marteau imposant un silence lourd, tandis que l'air chargé d'humidité printanière semblait porter les échos fantomatiques du hachoir lointain. L'ouverture du procès révéla d'emblée les strates complexes de l'affaire. Le procureur, une femme tranchante aux lunettes cerclées d'acier, exposa les faits avec une précision clinique. L'acte prémédité, corroboré par le carnet de calcul saisi, où Monique avait noté des projections de profit comme si René n'était qu'une ligne comptable à effacer. Ce n'est pas un crime passionnel, mais un assassinat économique, tonna-t-elle, brandissant des agrandissements de pages jaunies, où des chiffres griffonnés côtoyaient, des notes sur conservation optimale et mélange discret. Les jurés, un panel mixte de Lyonnais ordinaires, un boulanger, une infirmière, un professeur, fronçaient les sourcils, imaginant leur propre vie précaire dans cette ère de restructurations industrielles. M. Dubois, en défense, contre-attaqua. Ma cliente est une victime de la société des années 90, broyée par les dettes et les violences invisibles. Il appela la docteure Roux à la barre, qui détailla le profil psychologique. Un mélange de résilience brisée et de dissociation, où Monique avait compartimenté l'horreur pour survivre, comme tant de femmes piégées dans des mariages toxiques. Les témoignages s'enchaînèrent comme des dominos tombant dans un silence oppressant. Claire, l'amie fidèle, monta à la barre, les mains tremblantes sur la rampe de bois. Monique m'a confié ses peurs, les nuits où René rentrait ivre et violent, raconta-t-elle, évoquant des ecchymoses cachées et des menaces de ruine. Mais le procureur la piégea.
N'avez-vous pas remarqué ses plans froids? Elle vous a parlé de résoudre le problème. Claire baissa la tête, avouant un doute rétrospectif. Karim suivit, le jeune apprenti maintenant majeur, sa voix ferme contrastant avec sa jeunesse. J'ai vu les changements, l'absence de René, les nettoyages obsessifs. L'alliance, c'était comme un cri muet. Les jurés notaient, leur visage reflétant l'horreur quotidienne d'une boutique transformée en abattoir conjugal. Puis vinrent les clients. Monsieur Duval, encore pâle, décrivit ses malaises persistants, non physiques mais psychiques, hanté par l'idée d'avoir consommé un voisin. Madame Berthier, frêle octogénaire, pleura en rappelant ses repas dominicaux. Je priais pour la famille, sans savoir que je mangeais leur tragédie. Sophie et Lucas, exemptés de témoignages publics par compassion judiciaire, fournirent des déclarations écrites lues par l'huissier. Des mots déchirants sur une enfance volée, où l'amour maternel se muait en ombre menaçante. « Maman nous protégeait, mais à quel prix ?» écrivit Sophie tandis que Lucas ajoutait « Papa n'était pas parfait, mais il ne méritait pas ça. » Ces lignes firent vaciller Monique, qui enfouit son visage dans ses mains, un rare craquement dans sa façade stoïque. L'inspecteur Moreau, témoin expert, exposa l'enquête. Les traces ADN, les relevés bancaires montrant un sursaut financier post-crime et les rumeurs d'autres disparitions. Nous avons creusé. Un fournisseur de René a disparu en 1997 des similitudes troublantes. Cela sema le doute. Monique complice d'un réseau plus vaste? Le procureur sauta sur l'occasion. Pas isolé mais systématique. Dubois objecta, arguant d'une chasse aux sorcières dans une Lyon en crise, où la pauvreté engendrait des mythes. Les débats s'envenimèrent sur les expertises. Un économiste témoigna des pressions des années 90. Fermeture d'usines, montée des chaînes discount comme Carrefour, écrasant les artisans. La boucherie était condamnée sans intervention radicale, admit-il. Mais le procureur rétorqua, radical ne signifie pas homicide. Une anthropologue criminelle, appelée par la défense, compara l'affaire à des cas historiques de survie extrême, où la déshumanisation devient outil de préservation. Les jurés, bombardés d'arguments, délibéraient intérieurement. Pitié pour la femme battue, ou horreur face à la calculatrice froide. Monique, appelée à la barre, parla enfin d'une voix brisée. Je n'ai pas vu d'autre issue. Les dettes nous étouffaient. René nous ruinait. C'était lui ou nous. Pas d'excuse. Mais une justification qui résonna dans une salle où beaucoup connaissèrent la précarité. Au fil des jours, le procès devint miroir de la société lyonnaise. Débat sur la violence domestique ignorée dans les quartiers populaires, sur l'économie qui dévore les familles, sur la justice qui peine à nuancer le gris. Des manifestantes féministes, dehors, brandissaient des pancartes « Stop aux violences invisibles », tandis que des conservateurs criaient à la monstruosité. Les enfants, logés chez leur tante, suivaient via les journaux. Sophie collectionnant les articles comme un puzzle de leur passé brisé. Karim, rappelé, révéla un détail nouveau. Une conversation entendue où Monique murmurait « Bientôt tout sera réglé ». Cela renforça l'accusation. Moreau, en clôture, admit « L'enquête n'est pas close. D'autres ombres planent. » Le président ajourna pour plaidoirie finale, laissant la salle en suspens, comme lion suspendu entre son passé industriel et un avenir incertain. Monique, reconduite en cellule, fixa le plafond, se demandant si la vérité, une fois révélée, libérait ou condamnait davantage. Le dernier jour du procès, le 25 mars 1999, l'atmosphère dans la salle d'audience du palais de justice de Lyon était électrique, comme si la ville entière retenait son souffle au bord de la Saône, gonflée par les pluies printanières. Les jurés, après des heures de délibération dans une pièce adjacente au mur imprégné d'odeurs de café froid et de tensions accumulées, revinrent avec des visages impassibles, leurs notes froissées trahissant les débats acharnés. « Monsieur. » Girard, le président, ajusta ses lunettes et demanda le silence tandis que Monique, debout dans le box des accusés, serrait les barreaux de bois comme pour s'ancrer à une réalité qui lui échappait. Sophie et Lucas, assis au fond avec leur tante, se tenaient en la main, leurs jeunes visages marqués par des mois de tourments qui les avaient vieillis prématurément. Le procureur, confiante, croisa les bras, mais Dubois, tendu, fixait les jurés comme pour les supplier une dernière fois. Le verdict tomba comme un couperet invisible, coupable d'homicide volontaire avec préméditation, mais avec circonstances atténuantes reconnues, les violences conjugales prolongées et la précarité économique. 20 ans de réclusion criminelle.
avec une période de sûreté de 10 ans, pas la perpétuité réclamée, mais une sentence qui résonna comme un compromis amer dans une société des années 90, encore maladroite face aux nuances des drames domestiques. Monique s'effondra sur son banc, un sanglot étouffé filtrant à travers ses doigts, tandis que la salle explosait en murmures, des cris de justice satisfaite mêlés à des protestations de féministes dehors, qui voyaient en elle une victime doublement punie. Sophie éclata en larmes. Lucas baissa la tête, leur monde fracturé une fois de plus. M. Dubois annonça un appel immédiat, arguant que les atténuantes n'avaient pas assez pesé face à l'horreur perçue. Le procureur, victorieuse mais mesurée, déclara aux journalistes massés sur les marches « C'est un signal. La société ne tolère pas que la survie justifie l'injustifiable. » Lyon, informé par les flashs radio et les éditions spéciales du Progrès, réagit en vague. Dans la guillotière, des voisins fermèrent leurs volets en signe de deuil collectif. Au vieux Lyon, des restaurateurs soupirèrent de soulagement, leurs affaires reprenant timidement. La boucherie, saisie et vendue aux enchères, devint un salon de thé anonyme, mais les anciens clients évitaient encore le quartier, hantés par des souvenirs indélébiles. L'après-verdict marqua le début d'une reconstruction fragile pour les survivants. Sophie et Lucas, placés définitivement chez leur tante à Villeurbanne, un appartement modeste aux fenêtres donnant sur les tours grises de la banlieue lyonnaise, entamèrent un long chemin thérapeutique. Sophie, douée pour l'art, intégra une école de dessin à Lyon, canalisant son trauma en toiles abstraites où des formes mécaniques évoquaient subtilement le hachoir familial, des œuvres qui, plus tard, exposées dans des galeries locales, attireraient des curieux fascinés par l'histoire. Lucas, passionné de mécanique, apprit le métier dans un garage automobile, réparant des moteurs comme pour rapiécer son âme brisée. Leur tante, une veuve discrète employée dans une usine textile, devint leur ancre, cuisinant des plats simples sans jamais mentionner la viande, évitant les sujets qui ravivèrent les ombres. Des visites en prison devinrent rituelles. Une fois par mois, sous les regards scrutateurs des gardiens, il parlait à Monique à travers la vitre, des conversations hachées sur l'école, le travail, évitant le passé comme un gouffre. « Je vis pour vous maintenant », murmurait Monique. Ses lettres hebdomadaires remplies de regrets voilés et de conseils maternels déconnectés. Karim, l'apprenti, transforma son rôle de témoin en vocation. Il quitta Lyon pour Paris, où il étudia la criminologie, motivé par l'affaire qui l'avait marqué. Des années plus tard, il écrirait un mémoire sur les crimes économiques dans les petites entreprises, citant anonymement la boucherie comme cas d'école. Claire, l'amie, distança progressivement. Des cartes postales sporadiques, puis le silence, rongé par la culpabilité d'avoir peut-être manqué des signes. L'inspecteur Moreau, proche de la retraite, classa l'affaire mais garda un dossier personnel, des notes sur les disparitions connexes, qu'il transmit à un jeune collègue, semant les graines d'enquête future. Lyon, ville résiliente, intégra le drame à son folklore urbain. Des visites guidées et crimes historiques incluaient la guillotière, où des touristes frissonnaient devant l'ancien emplacement de la boucherie, maintenant effacé par le temps. Monique, en réclusion à Montluc puis transférée à une prison pour femmes à Roanne, 1 heure au nord de Lyon, s'adapta à une routine monacale, couture en atelier, lecture vorace de romans sur la rédemption, et participation à des groupes de parole où elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Les années 2000 apportèrent des changements. Une loi sur les violences conjugales en 2004 la fit réfléchir à ce qui aurait pu être, si elle avait osé dénoncer René plus tôt. Des psychologues notèrent une évolution, de la rationalisation froide à une acceptation nuancée, où elle admettait « J'ai choisi le mal pour fuir un autre mal ». Ces appels furent rejetés en 2001, scellant sa peine. Des documentaires télévisés, comme un épisode de Chronique criminelle en 2002, ravivèrent l'intérêt public, peignant Monique en nuances grises, ni monstre ni sainte, mais produit d'une époque où les femmes portaient seules les fardeaux économiques. La communauté lyonnaise, touchée au cœur, vit émerger des associations. Un centre d'aide aux victimes de violences domestiques dans la Guillotière, financé par des dons post-affaires, où des femmes partageaient des histoires similaires, brisant le silence des années 90. Des conférences universitaires analysèrent le cas, comment la précarité transforme l'intime en tragédie publique. Sophie, adulte en 2005, témoigna anonymement dans un livre collectif sur les enfants de criminels, décrivant le poids invisible d'un héritage macabre. Lucas, marié et père, évitait les boucheries, préférant les marchés végétaux.
un legs subtil du trauma. Moreau, retraité, visitait parfois la tombe de René, un carré anonyme au cimetière de Loyasse, méditant sur la justice incomplète. Des rumeurs persistaient, des analyses rétrospectives sur d'autres stocks de viande des années 90 révélaient des anomalies mineures, mais rien de concluant, laissant planer un doute éternel sur l'étendue du secret. Au fil du temps, l'affaire devint une leçon enfouie dans la mémoire collective de Lyon. Un rappel que derrière les façades haussmanniennes se cachent des abysses humains, où l'amour, la dette et la survie s'entremêlent en un nœud gordien. Monique, libérée conditionnellement en 2018 après 20 ans, disparue dans l'anonymat, peut-être dans une petite ville du Sud, hantée par des regrets qui la suivaient comme des ombres. Les enfants, reconstruits mais marqués, gardaient contact épisodique. Un fragile pont sur le gouffre du passé. Lyon éternel continuait son flux, mais avec une cicatrice subtile, un écho distant du ronron qui avait changé des vies à jamais. Les années suivantes, au verdict de 1999, marquèrent un lent effilochage des liens familiaux et sociaux, comme si le drame de la Guillotière avait tissé une toile invisible qui continuait à piéger ses acteurs, bien après que les projecteurs judiciaires se soient éteints. À Lyon, où le nouveau millénaire apportait des promesses de renouveau avec l'essor des technologies et la préparation des Jeux olympiques d'hiver à proximité, la vie reprenait son cours. Mais pour Sophie, Lucas et les ombres périphériques de l'affaire, le temps semblait figé dans une boucle de souvenirs oppressants. Sophie, maintenant une jeune adulte de 17 ans en 2000, naviguait les couloirs du lycée Ampère avec une détermination farouche, ses cahiers remplis de croquis sombres, où des formes abstraites évoquaient des mécanismes industriels dévorants, symbole muet de son héritage traumatique. Elle évitait les marchés de la Guillotière, préférant les grandes surfaces impersonnelles de la Part-Dieu, où l'anonymat la protégeait des regards curieux qui la suivaient encore comme des spectres. Lucas, 15 ans, s'immergeait dans les ateliers de mécanique d'un centre de formation professionnelle à Vaux-en-Velin, démontant et remontant des moteurs avec une précision obsessionnelle, comme pour maîtriser le chaos qui avait englouti sa famille. Leur tante Martine, une femme robuste aux cheveux grisonnants travaillant dans une usine de confection, gérait le quotidien avec une résilience stoïque, cuisinant des repas végétariens pour éviter tout rappel involontaire, et veillant à ce que les visites en prison restent des rituels contrôlés, des moments où l'émotion était canalisée en conversation superficielle sur le temps qu'il fait, ou les notes scolaires. Monique, incarcérée à Roanne dans une prison aux murs froids et aux routines immuables, entama les années 2000 avec une transformation intérieure subtile, forgée par les groupes de parole et les lectures imposées. Elle cousait des uniformes dans l'atelier pénitentiaire, ses doigts agiles rappelant ironiquement ses jours de bouchère, mais maintenant au service d'une rédemption forcée. Les lettres à ses enfants devinrent plus introspectives. Des regrets voilés sur les choix passés, des encouragements à poursuivre des rêves qu'elle n'avait jamais osés, comme si la distance physique amplifiait une maternité réinventée. « Pensez à l'avenir, pas à moi », écrivait-elle, masquant la solitude qui la rongeait lors des fêtes de fin d'année, quand les codétenus recevaient des visites et qu'elle fixait le plafond, hantée par des visions de Lyon illuminées pour Noël, avec ses traboules décorées et ses marchés festifs qu'elle ne reverrait peut-être jamais. L'appel rejeté en 2001 la plongea dans une dépression passagère, atténuée par une thérapie institutionnelle qui explorait les racines de son acte. Non seulement les violences de René, mais aussi les pressions sociétales des années 90, où les femmes comme elle, issues de milieux modestes, portaient le fardeau économique sans filet de sécurité. Une nouvelle psychiatre, Dr. Moreau, ironie du nom sans lien avec l'inspecteur, nota dans ses rapports une évolution. Monique commençait à voir son crime non comme une solution mais comme un échec collectif, un symptôme d'une France en mutation, où les petits commerces agonisaient face à la mondialisation. À l'extérieur, les mystères non résolus de l'affaire persistaient comme des murmures dans les ruelles lyonnaises, alimentés par des rumeurs qui refusaient de s'éteindre. L'inspecteur Moreau, maintenant à la retraite en 2002, passait ses journées dans un appartement modeste des pentes de la Croix-Rousse, entouré de dossiers jaunis et de coupures de presse. Il n'avait jamais fermé le chapitre. Les analyses ADN sur d'autres échantillons de viande des années 90, conservés dans des archives judiciaires, révélaient des traces ambiguës, suggérant que Monique avait peut-être expérimenté avant René, avec des sources non identifiées. « Des animaux disparus des fermes locales ?» se demandait-il.
contactant sporadiquement son successeur au commissariat pour partager des pistes. Une disparition inexpliquée en 1996, celle d'un fournisseur italien lié à René, refit surface dans un article du Progrès en 2003 lors d'un dossier spécial sur les cold cases lyonnais. Le journaliste, un jeune ambitieux nommé Pierre, interviewa Karim, maintenant étudiant en criminologie à Paris, qui confia « Il y avait des livraisons nocturnes bizarres, des sacs anonymes que Monique cachait. » Cela raviva l'intérêt. Une émission radio locale, en 2004, invita des experts à débattre, spéculant sur un possible réseau de trafic de viande illicite dans les quartiers ouvriers, où la précarité poussait à des alliances sombres. Claire, l'ancienne amie, s'était éloignée géographiquement, mutée à une banque à Grenoble. Mais les échos la poursuivaient. Lors d'un voyage à Lyon en 2005, elle visita la tombe de René au cimetière de Loyasse, une plaque simple gravée de son nom, envahie par les herbes folles. « Si j'avais insisté pour le divorce », murmurait-elle, rongée par une culpabilité latente qui la poussait à soutenir des associations contre les violences domestiques. Les clients affectés, comme M. Duval et Mme Berthier, formaient un cercle informel via des lettres échangées. Duval, retraité, évitait les produits carnés, optant pour une vie ascétique. Berthier, dans une maison de retraite, racontait l'histoire à ses petits-enfants comme une fable morale sur la confiance trahie. La communauté de la Guillotière, diversifiée par l'immigration des années 2000, intégrait le drame à son folklore. Des conteurs de rue, lors des fêtes du quartier, évoquaient la bouchère fantôme pour avertir contre les secrets familiaux. Sophie, en 2006, exposa ses premières œuvres dans une petite galerie du Vieux-Lyon. Des toiles où des engrenages sombres engloutissaient des figures humaines, attirant des critiques qui y voyaient une métaphore de la société consumériste. C'est thérapeutique, confiait-elle à Lucas lors de dîners familiaux rares, où ils évitaient les sujets sensibles. Lucas, apprenti mécanicien, réparait des voitures avec une passion qui masquait son aversion pour les machines industrielles, refusant tout emploi dans l'agroalimentaire. Leur tante Martine, usée par les responsabilités, tombait malade en 2007, forçant les siblings à s'unir plus étroitement, un lien forgé dans l'adversité. Monique, informée par lettre, envoyait des conseils de santé, un geste maternel dérisoire mais poignant. Les années 2000 avançaient, apportant des changements sociétaux. La loi sur les violences conjugales de 2006 fit réfléchir Moreau sur ce qui aurait pu prévenir le drame, imaginant un scénario alternatif où Monique dénonçait René. Des documentaires en 2008 ravivèrent l'affaire, interviewant Sophie anonymement. On vit avec, mais on n'oublie pas. Les mystères persistaient. En 2009, une perquisition dans une boucherie voisine révéla des irrégularités similaires, sans lien direct, mais suffisant pour que Moreau publie un livre auto-édité sur les ombres de Lyon. Karim, diplômé, rejoignit la police motivé par l'affaire. Claire fonda un groupe de soutien en ligne naissant. La famille, dispersée mais liée, naviguait un océan de regrets, où chaque anniversaire rappelait le gouffre. Lyon, ville des Lumières, cachait toujours ses ténèbres, un rappel que les cicatrices, invisibles, façonnaient les destins bien au-delà du verdict. Au tournant des années 2010, Lyon avait bien changé. Les quartiers comme la Guillotière s'embourgeoisaient doucement avec l'arrivée de cafés branchés et de start-up numériques qui effaçaient les traces des commerces traditionnels des décennies précédentes. Sophie, maintenant une artiste reconnue dans la trentaine, exposait ses œuvres dans des galeries internationales, de Paris à Berlin, où ses toiles abstraites, des enchevêtrements de lignes mécaniques évoquant des engrenages voraces, attiraient des critiques qui y voyaient des métaphores de la société consumériste post-2008, sans savoir qu'elle puisait dans un trauma personnel bien plus sombre. Elle vivait dans un loft rénové des pentes de la Croix-Rousse, entourée de livres d'art et de plantes vertes qui masquèrent les fenêtres pour bloquer les vues sur la ville qu'il avait vue grandir. Lucas, de son côté, avait monté son propre garage automobile à Saint-Étienne, une entreprise florissante où il employait une dizaine de mécaniciens réparant des véhicules hybrides émergents, avec une expertise qui le faisait oublier les nuits où il démontait des jouets pour exorciser les souvenirs du hachoir familial. Marié à une infirmière nommée Élise, il était père d'une petite fille, qu'il protégeait farouchement des récits du passé, optant pour des histoires du soir sur des héros ordinaires, plutôt que sur des monstres domestiques. Monique, libérée conditionnellement en 2018, après une audience discrète au tribunal de Lyon, où des rapports psychiatriques soulignaient sa réhabilitation exemplaire. Participation à des ateliers de couture,
mentorat de jeunes détenus et une introspection documentée sur les cycles de violence, s'installa dans un petit appartement anonyme à Clermont-Ferrand, à 2 heures de route. À 60 ans passés, ses cheveux grisonnants coupés courts et son visage marqué par les rides de la pénitence, elle travaillait comme couturière dans un atelier social, réparant des vêtements pour des associations caritatives, un métier qui lui rappelait ses rêves d'adolescente avant le mariage fatidique. Les conditions de sa libération étaient strictes. Contrôle mensuel, interdiction de contact avec la presse et une obligation de thérapie continue. Elle évitait Lyon comme une plaie ouverte, mais les enfants organisaient des rencontres sporadiques dans des cafés neutres, à mi-chemin où les conversations tournaient autour de banalités. La météo, les progrès de la petite fille, avant de dériver inévitablement vers des silences lourds, chargés des non-dits accumulés. « Je ne demande pas le pardon, juste une place lointaine dans vos vies », murmurait-elle parfois, ses yeux fuyant vers la fenêtre, comme si le passé pouvait surgir des rues passantes. Pourtant, en 2020, au cœur de la pandémie qui isolait le monde, les ombres ressurgirent de manière inattendue. Un podcast True Crime, produit par une jeune journaliste lyonnaise fascinée par les affaires oubliées des années 90, dédia un épisode entier au hachis maudit de la guillotière. Diffusé sur des plateformes comme Spotify, il compilait des interviews anonymes. Un ancien voisin rappelant les disputes nocturnes, un expert en criminologie analysant les pressions économiques de l'époque, et même un extrait d'une lettre de Monique, obtenue via des canaux obscurs, où elle évoquait les dettes qui dévorent l'âme. Sophie, confinée dans son loft, tomba dessus par hasard lors d'une recherche sur son propre nom. Un critique avait lié ses toiles à des thèmes criminels sublimés. Écoutant l'épisode, elle fut submergée par une vague de nausées, revivant les détails qu'elle avait enfouis, l'odeur persistante de la boucherie, les mensonges maternels. Les nuits où elle fouillait les placards à la recherche d'indices. Elle contacta Lucas par visioconférence, son frère apparaissant sur l'écran avec un fond de garage bruyant. Ça recommence, on ne s'en sortira jamais. Ensemble, ils décidèrent d'ignorer, mais le podcast vira au viral, atteignant des milliers d'auditeurs, ravivant les rumeurs sur d'éventuelles complicités non élucidées. Karim, maintenant un inspecteur chevronné à la brigade criminelle de Paris, fut contacté par la journaliste pour un commentaire. À 40 ans, marié et père de famille, il avait gravi les échelons grâce à sa perspicacité forgée dans l'affaire. Il y avait plus que ce qu'on a trouvé, confia-t-il off-record, évoquant les disparitions connexes que Moreau avait léguées. Cela piqua la curiosité d'un groupe d'enquêteurs amateurs sur Reddit qui creusèrent des archives numérisées, des rapports de police des années 90 sur des fournisseurs volatilisés, des analyses ADN partielles sur des stocks de viande saisis dans d'autres boucheries lyonnaises, suggérant un pattern plus large de fraudes alimentaires, masquant des drames personnels. Une théorie émergea. René n'était pas la première victime d'un système informel où des dettes impayées menaient à des disparitions utiles dans les milieux artisanaux en crise. Claire, retraitée à Grenoble, fut harcelée par des messages anonymes après l'épisode. Vous saviez, n'est-ce pas? Elle bloqua les numéros, mais cela raviva sa culpabilité, la poussant à écrire une lettre à Monique non envoyée, où elle questionnait les signes manqués. L'inspecteur Moreau, décédé en 2015 d'une maladie cardiaque, avait laissé un legs. Son livre auto-édité, réédité en 2021 par un éditeur local, devint un best-seller niche grâce au podcast. Son successeur, un jeune officier nommé Julien, rouvrit officieusement le dossier en 2022, utilisant des technologies modernes. Base de données ADN généalogique, IA pour analyser les relevés bancaires anciens. Une découverte mineure. Des transferts suspects vers un compte en Suisse, lié à un associé de René, disparu en 1997. Pas assez pour une réouverture formelle, mais suffisant pour alerter Sophie et Lucas via un appel discret. « Votre mère pourrait en savoir plus », suggéra Julien. Lors d'une visite tendue à Clermont-Ferrand, ils confrontèrent Monique. « Était-ce plus grand que toi ?» Elle hésita puis avoua partiellement. René avait des dettes avec des gens dangereux, des prêteurs qui suggéraient des solutions. J'ai pris sur moi pour protéger la famille. Cela ouvrait une brèche, non plus un crime isolé, mais un engrenage mafieux dans les marchés lyonnais des années 90, où la viande illicite masquait des règlements de compte. Sophie, inspirée par ces révélations, intégra des éléments narratifs dans son art. Une série d'installations en 2023, exposées au Musée d'art contemporain de Lyon, où des machines miniatures ronronnaient subtilement, évoquant le passé sans l'expliciter.
Lucas, protecteur, renforça la sécurité de son garage. Paranoïaque face à d'éventuelles représailles d'anciens créanciers, Monique, sous surveillance accrue, coopéra avec Julien par correspondance, fournissant des noms oubliés qui menèrent à des arrestes mineurs pour fraudes anciennes. Claire, enfin, envoya sa lettre recevant une réponse laconique. Le silence était notre bouclier. La pandémie avait isolé, mais le podcast reconnectait les fils, forçant une confrontation avec des vérités enfouies. Lyon, avec ses festivals de lumières annuelles, illuminait ses façades, mais dans les traboules sombres, les échos persistaient, rappelant que les mystères, une fois éveillés, ne se rendormaient pas facilement. Les enfants, maintenant adultes, naviguaient ce nouveau chapitre, un mélange de closure et d'incertitude, où le passé refusait de se dissoudre dans l'oubli. Dans les années 2020, Lyon s'était métamorphosé en une capitale culturelle vibrante, où les lumières des festivals comme les Nuits de Fourvière projetaient des hologrammes futuristes sur les théâtres antiques, effaçant partiellement les cicatrices industrielles des décennies passées. Pourtant, pour Sophie et Lucas, cet éclat moderne ne parvenait pas à dissiper les ombres persistantes de leur héritage familial, un legs qui se manifestait non pas en spectres littéraux, mais en échos psychologiques et sociétaux qui imprégnaient leur quotidien, comme une humidité souterraine dans les traboules de la ville. Sophie, à l'apogée de sa carrière artistique en 2024, inaugurait une exposition majeure au MAC Lyon, intitulée Engrenage intime, une série d'installations interactives où des sculptures cinétiques, des mécanismes en acier et verre qui broyaient symboliquement des objets du quotidien comme des tabliers ou des carnets, invitaient les visiteurs à confronter leurs propres secrets enfouis. Les critiques acclamaient l'œuvre comme une méditation sur la consommation moderne et les traumas générationnels, ignorant que chaque ronronnement discret des moteurs évoquait pour elle le hachoir de la boucherie, un son qu'elle avait recréé à partir d'enregistrements d'archives policières obtenus via Karim. Lors du vernissage, entourée de collectionneurs et de journalistes, elle prononça un discours voilé. L'art est un moyen de digérer l'indigeste, de transformer la douleur en lumière. Ces mots résonnant pour Lucas, présent dans la foule, qui hochait la tête en silence, sa fille sur les épaules, ignorant encore les contours sombres de l'histoire grand-parentale. Lucas, établi à Saint-Étienne avec sa famille, avait transformé son garage en un hub écologique, spécialisé dans la conversion de véhicules thermiques en électriques, un choix motivé par un désir de réparer l'avenir, plutôt que de perpétuer les cycles destructeurs du passé. Père attentif, il racontait à sa fille des anecdotes édulcorées sur grand-mère la couturière et grand-père le voyageur, masquant la vérité derrière des métaphores de machines bien huilées. Mais les révélations de 2022, issues des investigations de Julien, avaient rouvert des plaies. Les transferts bancaires suisses menaient à un réseau de prêteurs italiens opérant dans les marchés noirs lyonnais des années 90, où des dettes de jeu comme celle de René étaient résolues par des disparitions opportunes. La viande servant de couverture idéale, dans un secteur peu contrôlé. Monique, interrogée à nouveau en visioconférence depuis Clermont-Ferrand, avait craqué sous la pression bienveillante de Julien. René trempait dans des affaires louches avec des cousins de Calabre. Il suggérait des accidents pour effacer les ardoises. J'ai agi seul, mais l'idée, elle flottait dans l'air vicié du quartier. Cette confession, consignée dans un rapport classé, n'aboutit pas à de nouvelles charges, prescriptions et manque de preuves. Mais elle libéra un poids pour les enfants. Leur mère n'était plus une anomalie isolée, mais un rouage dans une machine plus vaste de corruption économique, typique des transitions post-industrielles françaises. Karim, promu capitaine à la crime parisienne, intégra l'affaire à ses formations internes, utilisant le pseudonyme Opération Achis, pour enseigner sur les cold cases et les biais socio-économiques dans la criminalité. En 2025, il coécrivit un article académique avec Julien, publié dans une revue de criminologie, analysant comment la précarité des années 90, fermeture d'usines, concurrence des hypermarchés, avait fertilisé un sol propice à des crimes utilitaires, où l'humain devenait ressource dans des chaînes d'approvisionnement informelles. Claire, maintenant grand-mère à Grenoble, trouva une forme de closure en rejoignant un cercle de parole en ligne pour amis de victimes, où elle partageait anonymement ses regrets. « J'ai vu les signes. » Mais la loyauté m'a aveuglé. L'inspecteur Moreau, via son livre réédité, inspirait une génération de podcasteurs et de documentaristes. Un film indépendant, Les ombres de la viande, tourné en 2024 avec des acteurs lyonnais,
dramatiса l'affaire en focalisant sur les victimes collatérales, les enfants, les clients, évitant le sensationnalisme pour explorer les thèmes de résilience et de mémoire collective. Monique, à 65 ans, vivait une existence recluse, aidant dans un centre d'insertion pour femmes ex-détenues à Clermont, où elle enseignait la couture comme thérapie, cousant des quilts symboliques tissés de tissus récupérés, un tablier décoloré, un bout de papier journal jauni. Ses contacts avec Sophie et Lucas s'étaient apaisés en une correspondance régulière, ponctuée de visites annuelles dans des parcs neutres, où la petite fille posait des questions innocentes. « Pourquoi grand-mère ne vient pas à la maison ?» Monique répondait par des paraboles sur les erreurs qui forgent le caractère, instillant subtilement des leçons sur l'empathie et la vigilance face aux pressions financières. La pandémie avait accéléré sa réflexion. Isolée, elle avait lu des ouvrages sur la psychologie des crimes économiques, concluant que son acte était un cri muet contre un système qui broyait les petits, un système que les années 2000 avaient partiellement réformé avec des aides sociales renforcées et des lois anti-violence. Pourtant, des nuits d'insomnie la ramenaient à Lyon, à l'atelier Carrelet, où elle se demandait si le ronron du hachoir n'était pas l'écho d'une ville entière en souffrance. La communauté lyonnaise, dans sa diversité croissante, avait intégré l'affaire à son tissu social. Des ateliers municipaux sur la santé mentale dans les boucheries artisanales, des campagnes pour la transparence des chaînes alimentaires, et un mémorial discret, une plaque au cimetière de Loyasse pour René, inaugurée en 2023 par des associations de victimes. Sophie, touchée par ces initiatives, lança une fondation artistique finançant des thérapies pour enfants de familles brisées, utilisant les royalties de ses expositions. Lucas, pragmatique, sponsorisa des formations en mécanique verte pour jeunes de quartiers populaires, brisant les cycles de précarité. Les rumeurs sur le réseau s'estompèrent avec des arrestations sporadiques en Italie, fermant des boucles partielles. En 2025, lors d'une fête des Lumières exceptionnelles, Sophie et Lucas se retrouvèrent sur les quais du Rhône, observant les projections lumineuses qui dansaient sur l'eau, un moment de communion silencieuse. L'héritage n'était plus une malédiction, mais une force propulsive vers l'empathie et la réforme. Pourtant, des mystères subsistaient, comme des filaments dans l'ombre. Des analyses ADN rétrospectives en 2025, via des banques génétiques, identifièrent un fragment non rené dans un stock ancien, suggérant une autre victime anonyme, peut-être un migrant ou un clochard volatilisé dans les méandres de la pauvreté lyonnaise. Julien rouvrit un micro-dossier mais sans aboutir, laissant planer une interrogation éternelle sur l'ampleur réelle du mal. Monique, informée, écrivit une dernière lettre. La vérité est un hachis incomplet. Elle nourrit mais ne rassasie jamais. Sophie l'encadra dans son atelier, un talisman de complexité humaine. Lyon, ville des contradictions, lumières et ténèbres, continuait son pouls, enseignant que les crimes bizarres des années 90 n'étaient pas des anomalies, mais des miroirs déformants d'une société en transition, où l'esprit humain fragile forgeait des monstres de nécessité. L'héritage perdurait non en horreur, mais en vigilance. Un appel à ne jamais ignorer les fissures dans la façade du quotidien. Au fil des décennies, l'affaire de la boucherie de la Guillotière s'est muée en une légende urbaine murmurée dans les brumes du Rhône, un écho persistant qui hante les mémoires collectives de Lyon et au-delà. Ce qui avait commencé comme un drame conjugal étouffé par les dettes et les silences des années 90 s'est révélé être un labyrinthe de complicités invisibles, où la précarité économique transformait les foyers en arènes de survie désespérées. Monique, sortie de l'ombre de sa cellule en 2018, n'était plus la bouchère aux mains tremblantes, mais une silhouette effacée dans les rues de Clermont-Ferrand, portant le poids d'un acte qui avait non seulement effacé un homme, mais aussi fracturé des lignées entières. Sophie et Lucas, forgés dans le creuset de ce trauma, avaient reconstruit leur vie comme des puzzles incomplets. Elle, à travers l'art, qui dévorait les ténèbres pour en extraire de la lumière, lui en réparant des machines pour maîtriser le chaos qu'il avait vu engloutir son enfance. Les mystères non résolus, ces fragments d'ADN anonymes, ces transferts bancaires vers des abysses suisses, planaient encore, rappelant que la vérité n'est jamais un bloc monolithique, mais un hachis de secrets enfouis, où chaque révélation en appelle une autre, plus sombre, plus insidieuse. Ce crime bizarre, étrange et troublant nous force à affronter une réflexion profonde. L'esprit humain, sous la pression des chaînes invisibles de la société, peut-il justifier l'injustifiable? Dans les années 2000, marquées par des crises mondiales et des réformes timides, cette histoire révèle la vulnérabilité universelle face à l'engrenage économique,
où l'amour se corrompt en calcul et la morale s'effrite comme un mur lézardé sous la pluie incessante de la précarité. Elle nous interroge sur notre propre seuil. Jusqu'où irions-nous pour protéger les nôtres, quand le système nous broie comme une machine impitoyable? Lyon, ville des lumières trompeuses, cache dans ses traboules des ombres qui nous ressemblent, des miroirs déformants, où se reflète la fragilité de l'âme humaine, capable de transformer le quotidien en cauchemar pour survivre à l'insupportable. Toi qui es arrivé jusqu'ici, bravo pour avoir osé plonger dans ces abysses, pour avoir suivi ce fil d'Ariane, à travers les méandres d'un crime qui défie l'entendement. Tu fais maintenant partie d'un cercle restreint, un groupe privilégié de ceux qui ont affronté l'inexplicable sans détourner le regard, ceux qui comprennent que la vérité, même douloureuse, est le seul phare dans les ténèbres de l'esprit humain. En restant jusqu'au bout, tu as prouvé ta force intérieure, ta curiosité insatiable pour les secrets que le monde préfère ignorer, et cela te distingue comme un explorateur des recoins les plus obscurs de l'humanité. Pour ancrer cette expérience et partager ce que tu as ressenti, commente ci-dessous avec cette phrase précise. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En le faisant, tu seras identifié comme l'un des abonnés les plus engagés de cette chaîne. Un pilier dans notre communauté grandissante de chercheurs de la vérité cachée. Tes mots contribueront à tisser un réseau invisible, où chaque commentaire renforce les liens entre nous, nous aidant à décrypter ensemble ces affaires qui hantent les nuits et défend la raison. Imagine, ton intervention pourrait inspirer d'autres à plonger plus profond, à questionner les apparences et à bâtir un bastion contre l'oubli des horreurs domestiques. Comprends l'importance vitale de partager cette vidéo. En la diffusant à tes amis, à ta famille ou sur tes réseaux, tu permets à plus de gens de découvrir ce que personne n'ose raconter. Ces drames bizarres qui révèlent les fissures de notre monde, ces histoires qui pourraient un jour prévenir un nouveau gouffre. Chaque partage est comme une lanterne allumée dans un tunnel sombre, illuminant les chemins pour ceux qui errent dans l'ignorance et évitant peut-être que d'autres familles ne sombrent dans les mêmes abysses de désespoir économique et émotionnel. Pour te joindre à nous dans cette quête infinie, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Imagine-toi comme un gardien des secrets enfouis, un membre d'une confrérie unique qui arpente les sentiers tortueux de l'inexplicable, où chaque abonnement est une clé ouvrant des portes vers des mystères plus profonds, des ombres qui murmurent des vérités interdites. Sans ton engagement, ces récits pourraient se dissoudre dans le néant, comme des échos perdus dans les traboules oubliées. Avec toi, nous formons une forteresse contre l'oubli, un cercle où la curiosité défie les ténèbres rampantes de l'ignorance. Enfin, pour garder vivante cette flamme de curiosité pour l'étrange et l'énigmatique, plonge-toi dans nos autres vidéos. Explore les disparitions inexpliquées des années 90, les alliances sombres dans les quartiers ouvriers, ou les drames conjugaux qui masquent des réseaux invisibles. Chaque histoire est un pas de plus dans l'inconnu, un appel à questionner ce qui semble ordinaire et à embrasser les frissons qui nous rappellent que le mal peut se cacher dans le plus banal des quotidiens. Reste avec nous, et ensemble nous déchiffrerons l'indéchiffrable.